Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. School TV se mobilise à l'occasion de la journée mondiale des TCA, le trouble des conduites alimentaires. Il concerne près d'1 million de personnes en France. Pourtant, plus de la moitié ne sont pas dépistées. Alors, comment faire pour libérer la parole, notamment chez les plus jeunes? C'est l'objet de notre question du jour dans un instant. En deuxième partie d'émission, on vous parlera de la belle initiative de Ma Petite Planète qui s'associe au gouvernement ainsi qu'au Tour de France pour permettre à un maximum d'élèves de maîtriser la pratique du vélo. Comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT d'éducation alors que la fête des mères approche à grands pas. Ils en ont profité pour dire un petit mot à leur maman. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par une nouvelle information après le suicide de la jeune Lindsay dans le Pas-de-Calais, victime de harcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a de nouveau réagi. Le ministre était l'invité hier soir chez nos confrères de BFM TV. Il a reconnu que le suicide de Lindsay était un échec collectif. C'est une tragédie pour ses proches, pour l'éducation nationale et pour le pays, comme pour le suicide de n'importe quel jeune. Une réaction quelques heures après le dépôt de 4 plaintes de la famille de Lindsay, notamment contre l'Académie de Lille et les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram pour non-assistance à personne en péril. Pap Ndiaye a affirmé suivre le dossier personnellement. Sans donner plus de détails, le ministre a annoncé un renforcement de la cellule de lutte contre le harcèlement, notamment via les 2 numéros verts, le 3020 à l'écoute des élèves harcelés à l'école et le 3018 destiné aux victimes et ou témoins de cyberharcèlement, des appels gratuits, anonymes et confidentiels. Autre page judiciaire, les juges ont rendu leur verdict dans le procès en appel des jeunes qui avaient agressé sexuellement l'adolescente Shaina en 2013. Reconnue coupable une nouvelle fois, la Chambre des mineurs de la Cour d'appel d'Amiens a condamné 4 hommes âgés de 14 à 16 ans au moment des faits à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Pour rappel, 2 ans après avoir subi cette agression, Shaina sera retrouvée morte, poignardée et brûlée dans un cabanon à Creil. Un drame d'une exceptionnelle gravité qui avait ému la France entière. À partir de lundi, le procès de l'assassin présumé s'ouvre à la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Le grand frère de Shaina lui a rendu hommage hier soir sur les réseaux sociaux. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Trop de souffrance en moi. La famille appelle à un rassemblement pacifique ce lundi à 8h devant le palais de justice de Beauvais. Le verdict du procès est attendu le 9 juin. Tout autre sujet maintenant, c'est maintenant que tombent les résultats de Parcoursup, moment redouté par les élèves de terminale. Ça y est, les premières réponses aux vœux d'orientation sont tombées. 917 000 candidats ont émis des vœux cette année. Pour la première fois, les notes des épreuves de spécialité du baccalauréat qui avaient été avancées au mois de mars ont été prises en compte lors de la sélection. Admis sur liste d'attente ou refusés, certains élèves sont soulagés, d'autres déçus, d'autres commencent une nouvelle période de stress puisque cette journée de résultats, plusieurs autres étapes vont suivre tout au long du mois de juin, notamment avec les fameuses listes d'attente. Pour ces premiers résultats, les candidats ont jusqu'à ce dimanche 4 juin, 23h59 au plus tard, pour accepter ou refuser les vœux. Encore faut-il obtenir le baccalauréat. Résultat le 4 juillet prochain. Cette semaine, nous avons reçu le président du conseil scientifique du concours C'est Génial, Frédéric Restagno. Eh bien, on connaît les résultats du concours. La finale avait lieu au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Elle récompensait les meilleurs projets scientifiques de collégiens et lycéens venus de toute la France. Parmi les lauréats, les élèves du collège Hubert Fillet de Bracieux dans le Loir-et-Cher avec leur projet de couverture de survie pour lutter contre le réchauffement climatique. Autres lauréats, les élèves de 5e du collège colmarien de Pfeffel pour leur dispositif ludique et automatisé de lancer de balles à destination des jeunes enfants et des personnes âgées pour développer leur motricité. 2 ans de travail pour cette innovation scientifique. Enfin, un dernier lauréat, les collégiens de la Tour d'Auvergne de Quimper qui reçoivent le prix Chimie pour demain pour leur projet d'énergie renouvelable. Félicitations à tous les lauréats. Cette année encore, le succès du concours C'est Génial a été au rendez-vous. En 16 ans, près de 100 000 élèves se sont creusés les méninges autour de 5 000 projets innovants scientifiques.
Nous avions reçu également cette semaine le responsable pédagogique du projet Demos et la Philharmonie de Paris vient de lancer un appel à candidature. Un programme baptisé des chefs pour Demos comprenait des chefs d'orchestre, bien sûr. Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Derrière cet acronyme, l'objectif est de permettre à des enfants de quartiers défavorisés d'apprendre gratuitement la musique classique en jouant dans un orchestre. Alors si vous voulez mener les enfants à la baguette, comme ont pu le faire les chefs renommés Zaya Ziouani, Victor Jacob ou encore Lucie Leguet, c'est le moment de vous porter candidat. À la clé, une expérience forcément inédite avec, à la fin de saison, votre direction d'une pièce au sein du prestigieux Centre Philharmonique de Paris. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Philharmonie de Paris. Vous retrouverez toutes les informations complémentaires. Date limite de candidature dimanche 16 juillet 2023. Merci Brandon. Boulimie, anorexie, hyperphagie boulimique. Eh bien, comment libérer la parole au sujet des TCA, les troubles des conduites alimentaires? C'est notre question du jour. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Céline Casse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la plateforme Stop TCA qui vient en aide aux personnes impactées par ces troubles dont je viens de parler juste avant le jingle. Professeure Nathalie Godard, bonjour. Vous êtes présidente de la FAB, la Fédération Française Anorexie Boulimie. Vous êtes également pédopsychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Est-ce qu'on va déjà rappeler ensemble, ce serait peut-être bien, ce que sont les TCA, la boulimie, l'anorexie et un autre trouble dont on va parler juste après. Peut-être, professeur Nathalie Godard. Les troubles des conduites alimentaires sont des affections psychologiques qui touchent des personnes et se manifestent principalement par des symptômes alimentaires. Ça peut être de la restriction ou de l'excès alimentaire associé ou non à des stratégies de contrôle de poids. D'accord. L'anorexie précisément ? L'anorexie mentale, c'est un trouble qui s'associe à une restriction alimentaire, une perte de poids généralement très importante, une dénutrition et des conséquences psychologiques à type d'anxiété et dépression. Vous dites anorexie mentale parce qu'on peut distinguer de l'anorexie physique ? Alors en fait, médicalement, l'anorexie c'est la perte d'appétit. L'anorexie mentale, c'est un trouble ou une maladie, si vous voulez, et non pas un symptôme en médecine. D'accord. La boulimie ? Peut-être Céline Casse, qu'est-ce que c'est exactement ? La boulimie, donc une personne qui souffre de boulimie va manger sous forme de compulsion. Elle va manger une quantité de nourriture assez conséquente dans un laps de temps réduit. Et à l'issue de cette crise, de cette compulsion, elle va trouver des moyens compensatoires pour évacuer toutes les calories ingurgitées. Donc ça peut être prise de laxative, vomissement, jeûne. Intensité sportive, tout d'un coup, voilà, c'est ça. Conscience. Alors, à distinguer de l'hyperphagie boulimique, que moi je ne connaissais pas, j'avoue, avant de préparer cette émission, et donc j'ai longuement lu. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Alors, quand une personne souffre de boulimie, donc elle va mettre en place des moyens compensatoires pour ne pas prendre de poids. L'hyperphagie, la personne va manger là aussi sous forme de compulsion. Par contre, il n'y aura pas de méthode compensatoire à l'issue de ces crises. D'accord. Dans tous les cas de figure, on parle clairement de maladies, de troubles. Donc ça veut dire que ça influe forcément sur la santé, évidemment, des femmes et hommes. Je dis des femmes en particulier parce que je crois que ça touche plus les femmes. Ça influe sur la santé dans la composante somatique et dans la composante psychique. Par exemple, dans l'hyperphagie boulimique, c'est associé généralement à une prise de poids, voire une situation de surpoids ou d'obésité importante, avec des conséquences physiques importantes. Dans la boulimie, les stratégies de contrôle de poids, comme par exemple les vomissements, ont des conséquences extrêmement graves qui peuvent aller jusqu'à des arrêts cardiaques par hypokaliémie. Et dans l'anorexie mentale, vous avez toute la dénutrition qui donne des complications aussi bien cardiaques, musculaires, etc., rénales. Et donc, à côté de ça, vous avez toutes les complications psychiques, avec, je le disais tout à l'heure, de l'anxiété, de la dépression, un repli sur soi, voire un repli social. Oui, parce que souvent, c'est le repli social, car l'entourage souvent te parle de manger, ou en tout cas de mieux te nourrir, que c'est important pour ta santé, qu'il faut prendre soin de toi. Donc souvent, il y a un rejet, on le sait malheureusement, de ces personnes-là. Et c'est vrai qu'ils sont souvent amenés à rester seuls.
Alors, il y a une incompréhension souvent du grand public, je dirais, sur ces troubles qui pensent que c'est un problème de volonté. Et très souvent, quand quelqu'un ne mange pas, on va lui dire écoute, fais un petit effort et ça va se régler. Ou quelqu'un qui a ce lien compliqué avec la nourriture dans la boulimie et l'hyperphagie, on va penser que c'est un problème de volonté et qu'il suffit de se limiter. Ce qui fait que le retour et l'accompagnement de l'entourage peut être très violent et faire que les personnes se replient effectivement sur elles-mêmes. On peut le comparer au tabagisme quand on parle de problème de volonté ? Céline Casse ? Pour moi, c'est encore un sujet qui est différent, le tabagisme. Alors là où il y a un lien extrêmement fort, c'est le concept d'addiction, puisqu'en fait ces troubles des conduites alimentaires sont maintenant compris sur le modèle de l'addiction aussi. C'est-à-dire que ce sont des comportements qui viennent répondre à une souffrance ou à un malaise et qui, en fait, par les conséquences qu'ils engendrent eux-mêmes, ont des conséquences négatives et font entrer le sujet dans un cercle vicieux qui va le piéger et évoluer pour lui-même. Je le disais, Céline Casse, effectivement, cette situation, d'un moment où on a un repli sur soi, un moment qui était assez difficile, vous l'avez vécu vous-même. Vous avez parlé de votre parcours, effectivement, vous avez été anorexique pendant longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Alors, j'ai souffert d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie, j'en ai souffert pendant 15 ans. Donc ça représente encore maintenant plus de la moitié de ma vie. Ça a commencé le plus tôt que je me souvienne, j'avais 9 ans. Donc c'est vraiment très tôt. Ah oui, très tôt. Et à 9 ans, je faisais beaucoup de gymnastique, barre, poutre, sol, saut. Donc là, il y a des critères de beauté. Il faut que le juste corps soit harmonieux sur le corps, que la personne soit fine, musclée. Et c'est vrai que déjà à cette époque, je me trouvais grosse. Est-ce que c'est vous qui vous trouviez grosse ou est-ce que vous avez des remarques aussi de votre peut-être professeur de danse ou de gymnastique ? Non, c'était vraiment moi. Mon entourage me disait « Ah, Céline, c'est moche comme t'es maigre ». Enfin, j'avais des critiques négatives à mon insu et c'était vraiment dans ma tête. Alors comment ça s'est passé ? Donc vous avez 9 ans, vous continuez de suivre effectivement ces cours de gymnastique. À côté de cela, vous mangez de moins en moins, j'imagine ? C'est ça. Je mange de moins en moins. Le soir, je ne mange pas. Je fais exprès de faire des activités pour dire non, pardon, j'ai pas faim, je suis occupée. Parfois, je rentre à pied de l'école. Le trajet s'éternise, pour que je puisse faire le plus de pas possible. Donc, cette situation a duré jusqu'à mes 14 ans. Alors 14 ans, c'est important parce qu'en fait, l'adolescence, on ne sait pas trop à quel âge on le situe, mais disons entre 12 et 16 ans. Et c'est vrai que c'est là où souvent tout se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'opère, effectivement, qui est très impactant donc, pour ces maladies de TCA ? Nathalie Godard, justement, ça ne vous étonne pas qu'à 14 ans, il y ait un changement ? Alors, il se trouve que l'adolescence aujourd'hui, c'est un concept beaucoup plus large, c'est 10-25 ans. Ah pardon, 10-25 ans. Parce qu'en fait, on sait que la maturation cérébrale... On a encore des ados à la rédac. On sait que la maturation cérébrale, en fait, elle dure beaucoup plus longtemps que la puberté elle-même. Ce qui se passe sur cette période de vie, c'est que c'est une période de vulnérabilité. C'est une période de vulnérabilité physiologique parce que le cerveau se mature, différentes choses se mettent en place, le corps change, les repères sociaux changent, l'insertion sociale donne à l'individu un rôle qui évolue et en fait, le stress est majeur pour la personne et ça en crée une période de vulnérabilité. On sait que 75% des situations d'anorexie mentale se déclarent avant 22 ans, la même chose pour la boulimie et avant 25 ans pour l'hyperphagie boulimique. Vous avez 14 ans, qu'est-ce qui se passe, Céline Casse ? Eh bien, je pars à l'internat. Et là, chamboulement total. Je pensais être prête, Céline, indépendante. Je voulais un petit peu vivre ma vie d'adolescente, m'éloigner des parents, Et l'internat s'est très mal passé. Et là, j'ai commencé à tomber dans l'hyperphagie petit à petit. C'est mal passé parce que justement, une situation de, peut-être, on pourrait appeler de harcèlement vis-à-vis des camarades de classe qui vous voyaient, vous trouvez trop maigre et vous ne vous sentiez pas bien dans cette situation-là ? Alors, pas forcément au niveau du physique, mais c'était plus psychologiquement parlant. Je me sentais différente, je me mettais à l'écart, je trouvais aucune compatibilité avec les élèves de ma classe, donc je me sentais vraiment à l'écart et rejetée, si je peux le dire ainsi. Et la pratique du sport, toujours quotidienne ?
toujours quotidienne. On avait le droit de sortir 1 ou 2 heures par jour après les cours jusqu'à 20 heures. Donc j'en profitais avant ou après le repas pour sortir, aller faire ma séance de cardio. Donc ça se passe très mal, vous arrivez donc à l'internat, ça se passe mal, vous continuez à être dans une phase anorexique, vous changez, vous passez dans la phase boulimique dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, je passe là dans cette phase boulimique hyperphagique. Hyperphagique. Et comment vous le vivez? Mal, très très mal. Quand je souffrais d'anorexie, j'avais l'impression de tout contrôler, alors qu'au final, quand on souffre de TCA, c'est la maladie qui nous contrôle. Mais j'avais l'impression d'avoir un contrôle sur mon apparence, sur mon physique. La Céline toute puissante. Et quand j'ai commencé à souffrir d'hyperphagie, là, mon corps a changé, j'ai pris du poids et donc j'ai eu des pensées intrusives qui ont commencé aussi à se rajouter par rapport à l'hyperphagie. Tu es faible, tu es grosse, allez, demain tu te reprends en main, toutes ces pensées-là liées à l'hyperphagie. Mon corps changeait et c'est vrai que les enfants, les adolescents sont très durs entre eux. Et là, je commençais à avoir des critiques, pas « Ah, c'est moche comme tu es maigre », mais « Ah, c'est moche comme tu es grosse, moi j'aime pas les grosses, j'aime pas les rondes ». Donc j'étais très dure envers moi-même, les gens étaient très durs avec moi aussi. Je me reconnaissais plus, je m'aimais encore moins. Situation qu'on voit beaucoup, notamment effectivement au collège, avec les réseaux sociaux actuels, où on tente d'avoir une apparence que l'on montre constamment comme belle, idéale, idéalisée sur tous les plans, avec des filtres incessants, on le fait tous. Est-ce que justement cette situation, est-ce que les professionnels de santé, sont suffisamment formés pour cela, pour pouvoir faire face notamment à l'école, à ce type de situation? Je pense qu'il faut qu'on puisse développer effectivement de l'information et de la formation des professionnels pour les lieux de vie des jeunes. Vous parlez de l'école, je pense que l'école c'est un lieu extrêmement important pour repérer des jeunes qui ne vont pas bien et pour passer des messages de prévention aussi. Donc ça c'est vraiment fondamental. Et puis il y a tout le milieu, vous disiez le sport, tout le milieu sportif aussi, tout le milieu qui accompagne des jeunes, que ce soit la gymnastique ou des sports de compétition, pour essayer de passer ces messages sur le fait qu'une pression trop importante, à la fois sur l'apparence physique, sur les performances, mais aussi sur l'alimentation, parce que parfois il y a des messages qui sont erronés, qui sont passés, c'est dangereux pour le devenir ultérieur de la personne. Et ça risque de contribuer, ça n'est pas la seule cause, mais de contribuer au déclenchement des troubles des conduites alimentaires. Vos parents constatent les changements physiques à chaque fois que vous retournez les voir, j'imagine le week-end. Oui. Que vous disent-ils? Pour mes parents, ça a été compliqué d'accepter la situation. Donc pendant un moment, ils se sont dit c'est l'adolescence, le poids fluctue, elle a des humeurs qui changent toutes les 5 minutes. Je pense que pour mes parents, ça a été très compliqué d'accepter, de faire face à cette situation, de se dire aussi peut-être qu'on aurait pu l'accompagner un peu plus à ce moment-là. Donc ils ne m'ont pas tout de suite épaulée. Et ça a été vraiment durant les dernières années de la maladie qu'ils ont été présents pour moi, qu'ils se sont fait aussi aider, qu'ils ont essayé de me comprendre, qu'ils ont commencé vraiment à m'épauler. Il y a peut-être un rejet aussi de l'idée que sa propre fille est malade, qu'il y a une vraie situation d'urgence. Oui, et puis il y a beaucoup de culpabilité. Même si c'est pas forcément la faute des parents, mais les parents peuvent se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai manqué, donc c'est vrai que les parents peuvent énormément culpabiliser et du coup ça fait qu'ils vont pas forcément en premier lieu aller voir leur enfant et leur dire mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. Céline, pour qu'on se rende compte, une phase de boulimie ou d'hyperphagie boulimique comme vous l'avez vécu, ça veut dire à titre d'exemple un repas, ça correspond à quoi? Vous mangez quoi? Bien, sans forcément parler des repas, plutôt les crises, par exemple une crise. Je me souviens, c'était quand je faisais mon bachelor à Paris. Donc à Paris, tout est ouvert à n'importe quelle heure. Et un soir, je sentais que la crise venait. Je ne pouvais pas m'en empêcher, donc je suis allée dehors. J'avais acheté 3-4 paquets de gâteaux, des crêpes, enfin des aliments très gras, très sucrés, très lourds. Et je me souviens encore... Manger, sans ressentir la faim, sans ressentir la satiété, rien du tout. Et je pleurais en même temps. Et j'étais reclus dans ma chambre toute seule et je
C'est ça, je me gavais, je me dégoûtais, enfin, je pleurais, je ressentais beaucoup de mal-être quand ces crises se produisaient. Donc voilà à quoi ça ressemble. L'idée de se remplir, professeur Godard, ça veut dire quoi en analyse? Alors on ne va pas faire ici l'analyse évidemment de Céline, mais de manière générale. Je pense que c'est pas lié à une souffrance, en fait, en l'occurrence. Pour certains, c'est se remplir et pour d'autres, c'est se vider, ou c'est être pur. Je pense que ce sont des représentations aussi qu'on se construit et on cherche à se soulager, en fait. Et je pense que ce qu'il faut comprendre face à ces troubles, qui sont incompréhensibles pour l'extérieur, c'est que le comportement qui est adopté par la personne, c'est quelque chose qui, entre guillemets, lui rend service sur le moment, même si, dans un second temps, elle le paye très cher. Lui rend service parce que quoi? Parce que ça soulage un malaise ou ça correspond à une réponse, ça compense quelque chose. Ouais. Vous parliez tout à fait, justement, tout à l'heure du contrôle ou effectivement du fait de ne pas pouvoir s'en empêcher, mais que quelque part, c'est aussi là pour se remplir parce qu'on se sent mal. Quels sont les signes d'alerte, notamment pour les parents? Alors, je pense que vous en avez donné plusieurs. Ce sont des changements qui sont des changements importants par rapport à l'état antérieur de la personne. Alors, effectivement, à l'adolescence, c'est pas facile parce que les adolescents bougent, changent, etc. Mais tout ce qui est associé à une souffrance, je dirais, doit alerter. C'est-à-dire, et des grosses variations de poids, ça doit alerter aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut pouvoir en parler avec la personne concernée. Il faut pouvoir interroger éventuellement un médecin, le pédiatre, le médecin généraliste dans l'entourage, en parler avec l'école pour voir ce qu'ils observent, parce que je pense que c'est un lieu où on observe. Et puis à ce moment-là, quand on a un doute, on peut consulter. Si la personne ne veut pas consulter, à ce moment-là, on peut appeler la ligne anorexie boulimie info écoute pour parler, ou avec une association. Quel est le numéro? Alors, je ne le connais pas par cœur. Je vais vous renvoyer, je suis désolée. Il vient juste de changer, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à vous le donner. Moi, et vous avez tout ça sur le site internet de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB. Et vous aurez l'annuaire des structures spécialisées et le numéro de la ligne. Vous vous retrouvez dans une phase justement de boulimie, d'hyperphagie boulimique, Céline Casse. Vous le dites, hein, vous êtes reclus, vous, entre guillemets, bouffez vos émotions et vous êtes dans une solitude totale. À quel moment vous décidez de parler de tout cela? J'ai commencé à en parler quand j'ai commencé à faire de l'hyperphagie. J'ai commencé à en parler à mon infirmière scolaire qui n'était pas du tout formée, mais qui a été... elle a été d'une présence... elle était présente, elle m'écoutait. Je sentais qu'elle ne me jugeait pas. Donc, j'avais pas besoin qu'elle comprenne ou... Elle n'avait pas besoin d'être formée. Elle n'était pas formée et je ressentais pas ce manque-là. J'avais juste besoin de me vider de mots, qu'elle soit présente, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle me soutienne. Et elle m'avait donné quelques contacts à cette époque de professionnels qui étaient autour de mon école, mais malheureusement ils n'étaient pas disponibles. Donc j'avais pas pu me faire accompagner à ce moment-là. Et ensuite, j'étais dans différentes phases de boulimie, d'hyperphagie. Et donc, il y avait des moments où je pensais reprendre le contrôle de mon corps. Donc, je disais, allez, c'est bon, j'ai pas besoin de me faire accompagner. Et d'autres où je me disais, oui, peut-être que je vais me faire accompagner. Et j'ai été dans cette phase-là pendant de nombreuses années. Et c'est à 22 ans que je me suis dit, Céline, il faut que tu guérisses, il faut que tu ailles mieux. Tu peux pas passer une vie comme ça, à te sentir mal, à une vie de misère où tu t'aimes pas, où tu t'acceptes pas, où tu penses qu'à ton poids, qu'à ton apparence, à ton alimentation. C'est pas possible, tu peux pas. Quel a été le déclic? C'est vos études, c'est la rencontre peut-être aussi avec quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous vous êtes mis dans une logique justement de guérison? Eh bien, j'étais en Chine et j'ai rencontré mon meilleur ami, Andrea. Et Andrea, on s'est tout dit. Et Andrea m'a beaucoup aidée à comprendre aussi, à vraiment ancrer les problématiques. Et il était sensibilisé déjà à la cause des troubles justement alimentaires? Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, je devais soit aller étudier aux États-Unis pour mon master, soit revenir en France. Et je me suis dit, bon, si je reviens en France, il faut que je trouve une structure d'accompagnement, il faut que je me fasse aider. Donc j'ai décidé de revenir en France et de trouver des structures de soins. Donc je suis allée à Lille
dans un centre dans un service spécialisé. Et ensuite, j'ai fait de l'hôpital de jour, j'ai vu des professionnels en dehors de l'hôpital aussi. Vous les compreniez quand vous discutiez avec ces professionnels-là? Vous n'avez pas l'impression d'être vraiment par rapport à un service médical où souvent on se sent en distance par rapport à ce que l'on est, ce qu'on ressent, ce que l'on vit, et par rapport à ce que les médecins nous disent? Oui. Ces professionnels, enfin le service dans lequel je suis allée, est spécialisé dans les TCA. Donc ils arrivent vraiment à créer un lien avec les patients et les patientes qui venaient dans ce service. Et donc c'était vraiment un échange très fluide et un vrai soutien. Je vais revenir juste sur un détail, mais enfin il me paraît important. Avant on disait troubles des comportements alimentaires, et pourquoi maintenant on dit troubles des conduites alimentaires? Ça, c'est une nomenclature médicale. C'est un positionnement qui est lié au fait que comportement, c'est un peu réducteur, en fait. Que la façon dont on se conduit avec l'alimentation, c'est aussi lié à nos émotions, à notre histoire de vie, à notre trajectoire. Et que c'est pas seulement un comportement. C'est que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. C'est une affaire de lexique, plutôt, d'accord. Là, on est dans la situation donc, avec Céline où vous avez fait la démarche, effectivement, à la fois d'en parler et grâce à la rencontre avec Andrea, de pouvoir aller vous faire soigner justement à Lille. Comment on fait de manière générale, Nathalie Godard, pour juste amener ces jeunes, et surtout ces femmes, et on va en parler, ces jeunes à se faire soigner, et comment on soigne la boulimie et l'anorexie? Je crois les troubles, les TCA. Pour pouvoir aider quelqu'un à soigner, il faut travailler sa motivation aux soins et l'accompagner. Tout dépend du degré d'urgence. C'est-à-dire que prendre en compte la demande de la personne va dépendre du danger dans lequel elle est. Il faut que les parents puissent se positionner. Je pense que le positionnement de l'entourage est très important et que le lien qu'ont les parents avec leur enfant vont les conduire vers les soins. Après, pour les soignants, quand on rencontre les personnes, il faut réussir à trouver où est la zone de souffrance qui va motiver la personne à changer des choses. Si on aborde les choses d'emblée sur la question de l'alimentation, ça va être très compliqué. Et ça va être plus un combat qu'une alliance. Donc il va falloir trouver des zones qui motivent la personne à avancer, que ce soit sa motivation scolaire, sa motivation autour d'une activité, autour d'un projet personnel, et puis petit à petit de construire la voie et les soins autour de cette motivation. Souvent on associe peut-être bêtement, et c'est pour ça que je vous pose la question, les problèmes d'anorexie au lien avec la mère. Est-ce réel? Je pense que ça c'est une vieille histoire et puis on va la balayer parce que la compréhension qu'on a aujourd'hui des troubles des conduites alimentaires, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et j'imagine, c'est pour ça que je me permettais de poser la question. En revanche, c'est souvent des femmes qui sont touchées. Pourquoi? Alors, déjà, ça dépend des troubles des conduites alimentaires, parce que dans l'hyperphagie boulimique, le ratio homme-femme est plus proche d'un équilibre. Sur l'anorexie. On a beaucoup d'hypothèses. On a des hypothèses sociologiques, des hypothèses féministes, des hypothèses aussi liées à la neurobiologie et aux hormones. Et je pense qu'aujourd'hui, on est autour de l'ensemble de ces hypothèses sans avoir une certitude ou une cause qui puisse expliquer ça. Toujours est-il qu'on se rend aussi compte que les hommes sont touchés et que peut-être on a eu une espèce de négligence et qu'ils n'arrivent pas bien aux soins. Et que nos statistiques et nos données, elles reposent beaucoup sur le nombre de consultations, le nombre d'hospitalisations, et qu'on assiste aujourd'hui à beaucoup de témoignages d'hommes, en particulier sur les réseaux sociaux, qui osent en parler et qui demandent aussi des soins, et il faut pouvoir les accompagner. La preuve en est que votre meilleur ami a été lui-même touché. Dans le meilleur des mondes, effectivement, on a un lien avec ses parents, on a accès aux soins, à l'hôpital, on a accès à des gens qui peuvent nous parler, mais souvent, ce sont des personnes qui sont en conflit avec l'entourage, en conflit avec la famille, ou peut-être un peu trop, justement, seuls, en tout cas esselés. Comment on fait justement pour pouvoir aider ces personnes-là? Alors certaines personnes vont arriver seules en consultation. Moi j'ai vu des mineurs arriver seuls en consultation avec une motivation de demande de soins. Je crois que ce qui est très important pour les jeunes, c'est à la fois leur entourage amical, parce que comme vous le disiez, vous c'est un ami qui vous a conduit aux soins, mais aussi l'entourage des adultes auxquels ils font confiance. Vous parliez de l'infirmière scolaire et je pense que c'est très important. Les professeurs aussi, c'est très important. Et parfois c'est les parents des amis aussi qui peuvent aider. Je vous donne le numéro de téléphone puisqu'en régie, ils l'ont trouvé. 09 69
325 900. Voilà, vous avez le numéro de téléphone pour pouvoir justement avoir une aide, en tout cas par téléphone, et puis après être prise en charge. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau pour comprendre justement ce que sont les troubles des conduites alimentaires. Céline Casse, fondatrice de la plateforme Stop TCA, ainsi que professeure Nathalie Godard, présidente de la FAB, la Fédération française Anorexie Boulimie, et également pédopsychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis de recevoir Léna Vial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable partenariat et mobilisation Ma Petite Planète. En 2019, afin de sensibiliser l'opinion sur l'environnement, le gouvernement lance l'opération Savoir rouler à vélo. C'est un dispositif pour les 6-11 ans pour généraliser l'apprentissage du vélo. Vachement chouette, on adore. Cette année, vous vous associez au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et vous proposez du 12 au 30 juin l'opération École solidaire, un vélo pour tous les enfants. Ça veut dire que 3400 classes, c'est énorme, relèvent des défis via l'application justement à Petite Planète. Racontez-moi. C'est ça. Donc effectivement, à partir du 12 juin, on attend 3400 classes en écho aux 3400 km du Tour de France pour cette opération organisée par le ministère des Sports, de l'Éducation nationale et le Tour de France. Et donc nous, notre association Ma Petite Planète, on s'est associé au projet, on est ravis pour permettre de réaliser des défis autour du vélo. Donc l'objectif de cette opération, c'est vraiment de permettre aux jeunes de comprendre que le vélo aujourd'hui est un moyen de déplacement écologique et donc c'est leur permettre d'apprendre à circuler en toute autonomie et en toute sécurité sur la voie publique. Donc nous, on a créé une liste de défis autour du vélo à réaliser. Donc on a plein de défis différents à réaliser par les élèves. Alors vous doutez bien que j'ai envie de connaître les défis, évidemment. Forcément. Quels sont-ils? Évidemment. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les défis sont autour des compétences du savoir rouler à vélo. Donc on a plusieurs compétences qui vont être travaillées. Le code de la route. C'est ça. Les élèves vont apprendre à pédaler, donc déjà savoir les positions sur un vélo, être attentif à son environnement. Également apprendre du coup à circuler, donc le code de la route, savoir reconnaître des panneaux de signalisation, apprendre à rouler, très concrètement, se déplacer à vélo. Et des défis aussi un petit peu plus autour de la mobilité durable, donc d'essayer de comprendre en quoi le vélo est un mode de déplacement respectueux de l'environnement. Donc pour donner des exemples très concrets, on va avoir des défis qui vont être dessiner des panneaux de signalisation, d'autres défis faire un parcours de slalom avec des éléments naturels, des défis où il faut faire simplement 2, 3, 8 km à vélo en fonction des possibilités, et d'autres défis un petit peu plus réflexifs sur, par exemple, essayer de comprendre, de faire un trajet à vélo et à pied
et de comparer en fait à quel point le vélo permet d'aller plus vite et de manière plus efficace. Grâce à l'application donc Ma Petite Planète, c'est ça. D'accord. Et donc sur cette application-là, on va dessiner comment? Avec le doigt, les panneaux de signalisation? Comment ça s'opère? Alors l'application est à destination des enseignants seulement. D'accord. Les élèves ne vont pas y avoir accès. Donc les défis seront transmis aux élèves et les enseignants vont pouvoir comptabiliser les points sur l'application directement. Et donc les défis sont à faire dans la vie réelle, tout simplement. Alors dans la vie réelle, mais si je comprends bien, l'opération se déroule à l'école, donc ça c'est génial. Ça veut dire que les professeurs sont aussi mobilisés sur cette cause, si je puis dire. Alors les professeurs, ce sont vraiment les chefs d'orchestre, si on peut le dire ainsi, de l'opération. On propose un jeu qui est clé en main. C'est le cas aussi sur nos éditions habituelles. Et donc là, pour cette opération également. Donc c'est vraiment eux qui vont animer le challenge auprès des élèves, comptabiliser les points. On a des défis qui se font en classe, d'autres un petit peu plus à la maison. Donc ça permet aussi d'impliquer des familles. Mais voilà, c'est vraiment les professeurs qui mettent en place le challenge. Alors on sait, le vélo, ça peut être dangereux. Malheureusement, on a vu des accidents très très graves, notamment dans les grandes villes. Ici à Paris, ça a été une catastrophe aussi pour certains. Il s'agit d'apprendre aux enfants à respecter les règles. Ça, c'est ce qu'on apprend de toute façon dans n'importe quelle école, a priori. C'est les règles du citoyen. Mais justement, pour que la conduite se fasse en toute sécurité et pour qu'on puisse comprendre que, un automobiliste puisse être à côté d'un cycliste, comment vous faites pour sensibiliser à la fois les élèves et les profs? Ouais, alors ça du coup c'est autour des défis. Vraiment nous notre objectif c'est de proposer des défis qui soient ludiques mais qui soient aussi pédagogiques et qui permettent de travailler ces compétences-là et ces notions. Donc comme je le disais avec savoir pédaler, savoir rouler, savoir circuler, on essaie vraiment d'apprendre aux jeunes toutes ces compétences-là pour promouvoir la sécurité avant tout évidemment. Vous êtes cycliste ou pas? Oui, un peu beaucoup. Oui. J'adore le Tour de France. Justement, qu'est-ce que vous allez faire en lien avec le Tour de France? Que le Tour de France, c'est le Tour de la France, le Tour des routes de France. On sent qu'à la montagne ou à Paris, en région parisienne, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour apprendre à ces enfants, à ces élèves? Ouais, alors par rapport au Tour de France, pour comprendre un petit peu leur implication, c'est une opération solidaire. Donc le Tour de France est engagé à reverser 1 € par élève participant. Donc du coup, on attend plus de 100 000 élèves, on espère, qui permettrait en fait de reverser... Et donc 100 000 €. Et donc 100 000 €, qui permettra de le reverser à 3 associations, le Secours Populaire, Kabuka et la Fondation Anaïs, des associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité et pour permettre en fait l'achat de vélos pour un maximum d'élèves et pour être le plus inclusif possible et de toucher tous les territoires. On connaît peut-être un peu moins Kabuka, juste un petit mot sur... Oui, c'est une association sud-africaine qui opère du coup principalement sur le continent et qui permet justement l'achat de vélos pour les enfants qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Alors justement, les enfants qui n'ont pas accès aujourd'hui, ils sont malheureusement nombreux. Et c'est vrai que cette opération est assez géniale pour pouvoir les sensibiliser. C'est ce que vous disent aussi peut-être les établissements et professeurs que vous rencontrez. Tous n'ont pas un vélo, mais c'est une manière aussi de se dire on peut être solidaire entre nous, on peut se le prêter aussi. Ce week-end, je ne le prends pas. C'est ça, totalement. Nous, de toute façon, dans ce qu'on prône au niveau de l'écologie, on essaie de mettre en avant aussi le fait qu'on peut faire des emprunts si on n'a pas les possibilités de faire des achats. Après, on a des défis, par exemple, là, sur cette édition, qui consistent à écrire à la mairie pour potentiellement mettre à disposition des vélos. Après, c'est plus au niveau local que ça se fait, mais c'est l'ambition en tout cas. Comment réagissent les élèves ? Alors là, ça n'a pas encore commencé, c'est donc le 12 juin. Rien qu'à l'idée, ils sont assez enthousiastes pour l'instant. Mais généralement, c'est des défis qui fonctionnent bien nous, sur nos éditions classiques, puisque du coup, habituellement, on a des éditions en mars et en novembre, et on touche des milliers d'élèves, et on voit qu'il y a un enthousiasme, une émulation qui se crée pendant les 3 semaines. Et ça s'est passé comment, la sélection des élèves, des classes? Parce que 100 000, c'est beaucoup, mais en même temps, comment vous faites? C'est plutôt les collèges en difficulté, qui n'ont peut-être pas accès à des vélos. Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'objectif, c'est de ramener un maximum de monde, et c'est par contre les 6-11 ans. Donc, on est vraiment sur des classes du CP au CM2. Voilà. Et là, les 100 000, on espère les atteindre. On n'y est pas encore, mais on va tout faire pour... Bien sûr, vous allez tout faire pour. Alors, je rappelle donc les dates, du 12 au 30 juin, l'opération École solidaire, un vélo pour tous les enfants. Vous l'avez dit très rapidement, mais je le redis, 3400 classes en écho justement aux 3400 km parcourus pendant le Tour de France. On peut redire à quel point c'est un exploit, ce fameux Tour de France. Et ce sont les plus belles images qu'on ne voit jamais en fait, à la télévision. C'est extraordinaire. Totalement. Et là, c'est des vélos mécaniques, par contre. Ah oui, là, pas vélo électrique. Ouais. D'accord, ça va. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Léna Vial. Je rappelle que vous êtes responsable partenariat et mobilisation Ma Petite Planète. Merci. Comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT d'éducation, alors que la fête des mères approche à grands pas. Ils en ont profité pour dire un petit mot à leur maman.
Dimanche, c'est la fête des mamans. Et je voudrais en profiter pour lui dire combien je l'aime. Et la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi. Je vais faire un collier. Je t'aime à la folie. Je vais lui faire un poème. Lui montrer combien je l'aime. Gros bisous, maman. Je t'aime très fort. C'est la meilleure de la planète. Et je l'aime beaucoup trop. J'aime la fête des mères, car j'adore offrir des cadeaux à ma maman. J'aime bien la fête des mères, car c'est un moment joyeux entre mère et fille. C'est une maman que j'ai rêvée. Ma maman, c'est la meilleure du monde entier. Je l'adore. Ma maman, elle s'occupe toujours de moi. Franchement, tu es la meilleure maman du monde. Je t'aime. Alors, merci pour tout et je t'aime. Et oui, on embrasse toutes les mamans du monde, en particulier la mienne, Brigitte, la meilleure maman du monde aussi. Merci à vous. Allez, tout de suite, on retrouve Malika Ménard en Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit Katrina Patchett. Si tu veux bien, on s'intéresse à la dernière partie de l'émission. Donc là, elle est vraiment consacrée à l'école. Allez. L'école, toi, ça fait un moment que tu l'as quittée, mais surtout, tu n'as pas été à l'école française. Mais Non. quel regard tu portes sur l'école française, malgré tout? Alors, j'avoue que je m'y connais pas beaucoup. Pas du tout. Mais j'ai des amis qui ont des enfants, bien évidemment. Et je fais souvent la tata qui va chercher les enfants à l'école quand maman n'est pas disponible. Je trouve que quand même que le système en France c'est bien cadré, c'est bien... enfin voilà, c'est... Est-ce qu'il y aurait quelque chose à apporter de l'Australie à la France? Pas les sports dehors, quoi. Pas assez de natation. Pas assez de... Il y a beaucoup d'enfants en France qui ne savent pas nager, quoi. Je trouve ça dommage. D'avoir des sports qui sont plus liés à la nature, en fait, finalement, oui, d'être plus en plein air. De découvrir la nature, je trouve que c'est hyper important. Je trouve que l'Australie, comme la France d'ailleurs, ils ne sont pas assez forts dans les langues. Ok. L'Australie aussi? Ouais. Ils parlent anglais, en fait. On est tellement isolés qu'ils sont tellement fermés de l'esprit en se disant que si on sait parler anglais, c'est suffisant. Un peu comme les Français. Vu que le français, on parle beaucoup... On parle quand même beaucoup plus l'anglais, quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr, pour ça qu'en mais Australie, les Français ont cette mentalité que, bon, si on sait parler français, on sait parler français, quoi. Enfin, mais je trouve que dans d'autres pays, par exemple en Scandinavie notamment, ils sont ultra ouverts aux langues. Et je trouve que c'est une bonne éducation pour la suite. Donc plus de langues, plus de langues et plus de l'extérieur. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose, à l'inverse, à apporter de la France en Australie à l'école? La rigueur. C'est ça que tu te dis? Ouais, il y a de la rigueur en France? Ouais. Je trouve qu'en Australie, on est un petit peu trop... un peu trop tranquille parfois. On a une belle vie, le style de vie en Australie, c'est magnifique. Mais parfois un peu trop détendu. Et tu te vois retourner vivre en Australie? Non. Non? Non. C'est vrai? Je suis très heureuse ici. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? Tu la vois comment? Traditionnelle, futuriste? L'école de demain? Ouais. Non, je trouve qu'il faut laisser l'esprit ouvert, quoi. Je trouve pas que la traditionnelle, c'est forcément la bonne façon de faire les choses. Je trouve qu'il faut laisser les enfants s'exprimer. Il faut qu'ils trouvent leur chemin. Plus les aider à trouver leur chemin, alors. Parce que moi, j'ai eu cette chance de découvrir ce que je voulais faire très, très rapidement. Mais c'est pas la chance de tout le monde. Et si on peut donner justement cette possibilité à tous les enfants, qui puissent vraiment tester un peu de tout pour trouver leur chemin plus rapidement et de ne pas attendre d'arriver à l'université sans savoir ce qu'ils veulent faire comme sujet. Est-ce qu'il faudrait plus de danse? Plus de danse? S'approprier son corps, peut-être. Moi, je trouve que toutes les manières dans lesquelles on peut s'exprimer, ça peut que nous aider dans la vie. C'est pour plus d'art, en fait. Oui, plus d'art. C'est pour ça que j'adore écrire, c'est pour ça que j'adore... j'adore créer. Avoir plusieurs façons de communiquer, en fait, pas juste une façon classique. Oui, toutes les manières dans lesquelles qu'on peut... Pour exprimer sa personnalité. Peu importe ce que c'est.
Je pense que c'est important pour tous les enfants. Et plus tôt qu'ils commencent, mieux c'est. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Malika. Merci à toi d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous posez la question dans le livre, est-ce que l'evidence-based education, donc cette éducation fondée sur les preuves, n'a pas tout à gagner à rester une recherche scientifique et non un discours de réforme éducative? Et finalement, en posant la question, vous y répondez déjà. Oui, en effet, puisque évoquer les données probantes, il y a l'utilisation de ce concept dans une approche de recherche, mais il y a aussi l'usage et l'utilisation de ces données probantes à des fins d'élicitation, de prise de décision, de politique éducative. Et dans ce second contexte... C'est un peu compliqué. Sachant que les chercheurs ne s'y laissent pas prendre non plus, parce que je citais le Conseil scientifique de l'éducation nationale, quand on lit les rapports, ils ne disent pas il faut faire ci, il faut faire ça. Ils disent nous, on a compris ci ou ça. Exactement. Ils émettent des recommandations. Voilà. Après, c'est le politique qui décide de la valeur qu'il a. C'est ça. Et la façon dont ils sont appliqués auprès des enseignants et dans les salles de classe, c'est là où peut-être il y a quelque chose à revoir et à réévaluer. Et c'est en ce sens que peut-être l'approche fondée sur l'evidence-based education devrait peut-être rester focalisée dans un contexte de recherche pour éviter qu'elle soit en effet utilisée comme la solution unique. Il y a des chercheurs d'ailleurs qui avaient refusé d'entrer dans ce conseil scientifique. Je me souviens, on en a accueilli quelques-uns ici de l'université Paris-Descartes en disant le risque justement est trop grand que ce soit instrumentalisé politiquement. Il y en a d'autres des risques. Alors il y en a un dont on parle beaucoup, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. On en parle également en Suède ces derniers temps, je crois. C'est ce qu'on appelle le teach to test, c'est-à-dire que on sait qu'il va y avoir des tests. Exactement. Et si ces tests ont une conséquence sur le financement des écoles, sur la notation des enseignants, etc., tout l'enseignement va être centré pour réussir le test. Et on se fiche du reste. Exactement. Tout au long de l'année, on va préparer nos élèves à pouvoir répondre au mieux à ces tests sur lesquels beaucoup de choses vont être décidées. Voilà. Et ça, c'est un risque qui est majeur, en effet. Il y a un autre risque, c'est la transformation de l'élève en consommateur. Et également aussi, puisqu'en effet, face à toutes ces pratiques qui sont foisonnantes et évaluées, on aura tendance à tout tester, tout mettre en place. Et ce risque est également à considérer, oui. Est-ce que les professeurs, ils s'occupent aussi de certaines activités extrascolaires? Comment ça se passe une journée typique au gymnasio, c'est ça? Gymnasio. Au gymnasio, au collège par exemple. Alors il y a des cours théoriques dans la matinée, donc on peut avoir des maths, grec, peu importe, et sport. Et en début d'après-midi, alors ça dépend, les horaires dépendent des écoles, mais ça s'arrête, on va dire à 14h. Et on rentre à la maison. Après, on fait un sport ou pas, mais la plupart des élèves font des sports. Et après, l'après-midi, on commence à avoir au fil des années de plus en plus de cours dans des instituts privés, où souvent c'est d'ailleurs les professeurs du lycée qui vont aller faire cours là-bas pour compléter leur salaire. Et continuer l'apprentissage, les cours qu'on a fait le matin pour réviser et s'entraîner pour les examens, faire des exercices, ce genre de choses. D'ailleurs, on va commencer à jouer tout de suite avec un des quiz du cahier de vacances inclusif. À partir de 7 ans, donc, apprendre, lire et dessiner sans sexisme ni cliché. Ma victime désignée, Gaëlle Musquet, t'es d'accord pour participer? Oui. Tu n'as pas le choix, au moins du coup c'est plus simple. Alors, le savais-tu? En 2018, certains métiers étaient encore interdits aux femmes dans certains pays du monde. Est-ce que tu peux m'en citer un comme ça au hasard? Pilote de ligne? Eh bien non, il y a en effet des professions liées à la mobilité, mais ça va être conductrice de bus en Moldavie. C'était interdit en 2018. Une autre profession qu'on va d'ailleurs féminiser, en Russie par exemple, qu'est-ce qui pouvait être interdit en 2018? Sous-marinière? Sapeuse pompière ne pouvait pas justement aller protéger des citoyens, des citoyennes du feu, par exemple. Aller dans les sous-marins. Tu peux. Alors j'imagine que dans les sous-marins c'était compliqué aussi. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire du course, mais en effet ça devait être compliqué également. Au Japon, si on part au Japon, une profession comme ça qui te vient à l'esprit où tu dis c'est incontournable? Dans la gastronomie, vraiment, on est sympa, on donne plein. Cuisinière, mais cuisinière aussi, chef. Maître sushi. Ce métier était interdit aux femmes jusqu'en 2018 et on considère réellement dans la culture japonaise que les femmes ont des mains trop petites pour pouvoir confectionner les sushis. On en tombe de notre siège le sushi avec.
C'est bien dit. Pour justement aller chercher toutes ces infos, vous êtes replongé dans l'actualité. C'est aussi une actualité que vous traitez de façon permanente avec Sorocité. Bien sûr, oui, on est 3 journalistes, 4 journalistes à l'avoir confondé, donc c'est notre métier de toute façon à la base. Là, typiquement, pour les métiers constitués en 2018, c'est une enquête qui est sortie qui justement listait tous les métiers interdits. Alors après, c'est pour savoir aujourd'hui s'ils sont encore autorisés, c'était un peu compliqué de vérifier dans tous les pays. C'est pour ça qu'on a gardé le chiffre, la date, de 2018. Voilà. Mais de toute façon, c'était il y a encore quelques années, donc se dire que ces métiers-là étaient interdits même il y a encore 5 ans. C'est fou, quoi. C'est complètement... Surtout quand on voit les raisons, comme celles que vous avez citées. Oui, sur un critère, justement, anatomique qui dit que les mains sont trop petites pour pouvoir confectionner des sushis, on se pose quand même certaines questions. Lorraine, est-ce que la Grèce doit entreprendre une évolution, une révolution concernant son système éducatif ? Alors, elle a déjà un peu commencé quand même avec son adhésion à l'Union européenne et à partir donc des années 80, il y a eu quand même un certain nombre de mouvements de réformes assez importants qui ont été impulsés par cette adhésion, lourdement financés aussi d'ailleurs, sous forme d'expérimentation, dans plusieurs directions différentes, mais la priorité, c'était d'essayer de réduire les inégalités et donc de se tourner vers les élèves les plus vulnérables. Et c'est vrai que c'était peut-être aussi les prémices de cette culture des cours particuliers qui existe et qui était citée tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui sont allées vers ces publics particulièrement vulnérables. Et c'est à cette période aussi, à partir de la fin des années 90, qu'on a pu lancer l'école journalière, c'est-à-dire le moment où l'école primaire, qui à l'origine n'avait lieu que le matin, a commencé à s'étendre sur la journée entière pour essayer d'aller, rechercher des méthodes différentes qui puissent permettre aux élèves les plus vulnérables d'être pris en charge. Et un certain nombre de ces éléments-là, de ces réformes-là, ont eu des résultats, elles ont été évaluées et elles ont eu des résultats. Sur le reste des mouvements de réforme, en tout cas dans le discours, le gouvernement fait de l'éducation une priorité importante et agit sur des leviers vraiment clés comme réformer les programmes, comme essayer d'aller vers davantage d'évaluation, et c'est peut-être justement vers davantage de rigueur dans l'évaluation, le suivi des effets de ces expérimentations et ces réformes que se trouve la clé. En tout cas, c'est ce que recommande l'OCDE. Quand vous arrivez, on vous donne un pass à garder précieusement tout au long de la visite. Et en fait, il faut remplir quelques infos, nom, prénom. On prend une petite photo, regardez. Vous l'avez fait ? Bien sûr, je l'ai fait, regardez. Excellent ! Je l'ai fait. Et ensuite, on choisit sa maison. D'accord, avec le Choixpeau ? Exactement. Et qu'est-ce qu'il a choisi, le Choixpeau, pour vous ? Gryffondor, évidemment. Franchement, les 3 quarts des visiteurs, on a un peu tous envie de faire partie de la même team que Harry, Hermione et Ron. Nous voilà donc embarqués, en tout cas pour ma part, dans la team Gryffondor. Et tout au long de l'expo, on nous propose des expériences qui font gagner des points à notre maison. Mais comme dans la série. Comme dans la série. Ouais, c'est ça. Et alors, la première étape, on arrive dans la salle de la carte du maraudeur. Vous savez, la carte du maraudeur, c'est celle que se procure Harry, dans laquelle on peut voir en fait la situation géographique des personnages qui se trouvent à Poudlard. Et regardez, la magie opère direct puisque notre nom apparaît sur la carte. Donc franchement, mon âme d'ado était en folie totale. Pas mal. Mais alors, vous arrivez en quelle année à Poudlard ? Il y a un moment précis où vous arrivez ? Non, on arrive juste à Poudlard. D'accord. Voilà. Et alors ensuite, c'est là que justement apparaît Poudlard, avec cette très jolie maquette qu'auraient pu faire des collégiens d'ailleurs, et j'exagère à peine, puisque j'ai trouvé dans les manuels de maths de 3e et 4e des exercices où on propose aux élèves de construire leur propre maquette de Poudlard. C'est entré dans les programmes en 2016, j'avais déjà le bac depuis longtemps, mais je pense que mon niveau de maths aurait été amélioré avec ça, si j'avais pu faire des maquettes de Poudlard. Un excellent niveau en maths, vous auriez fait Polytechnique. Une fois arrivé à Poudlard, on vous fait vivre au rythme de ce qui se passe dans le château. Mais oui, on passe par exemple devant la grosse dame pour entrer chez Gryffondor, on choisit sa baguette magique, on croise des dragons et on est heureux de ne pas avoir à les combattre, contrairement à Harry. Le dragon d'ailleurs, autre figure qu'on étudie en cours de français en 6e, puisqu'on apprend les différentes images du monstre en littérature. Et là encore, on fait appel à Harry Potter, parce que ça parle tout de suite aux enfants. Vous avez fait de l'archéologie ou vraiment c'est facile de trouver Harry Potter dans les programmes scolaires ? C'est hyper facile. Il y en a plein. Il y en a vraiment partout. J'ai trouvé, je ne pensais pas que je trouverais autant de références. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis sur le canal 217 des box Orange, ainsi que sur le canal 247 de la Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV. À la réalisation aujourd'hui, c'est Théo
Boscar. Au son, c'est Maxence Mogin. Au maquillage, Laure Audemont. Et à la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, Brandon Warrett. Merci Brandon. Merci Virginie, bonne soirée. Bonne soirée à tous.